à tous. Merci. Attends, je pense, Tariq, c'est bon les micros? Est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce qu'on nous voit bien? Est-ce que ça fonctionne? On n'y croyait plus. Oui, alors, le thème d'Halloween, hein, l'émission. Déjà, merci d'être là. On espère que vous êtes bien au chaud chez vous, sous un plaid, en sécurité. Parce que nous, ça a été complexe d'arriver à faire cette émission aujourd'hui. Oui. Comme vous le voyez, déjà, on est à un plateau réduit par rapport à d'habitude. On a perdu quelques valeureux soldats en route. Oui. Donc, on vous fera cette émission à 3 en plateau avec le fidèle Tariq aux manettes aujourd'hui. Coucou Tariq, vous ne le voyez pas, mais il est juste là. Et il y a aussi Abdou, vous l'aviez déjà vu à la première émission, qui viendra nous faire sa petite chronique. Donc voilà, comité restreint, mais on a tenu quand même à assurer cette émission. Et on est là, c'est l'essentiel. Et on accueille une nouvelle chroniqueuse quand même. Mais oui, bienvenue à Johanna. Merci. Qui nous fait le plaisir de nous rejoindre pour cette saison, qui sera là de temps en temps, quand elle pourra, quand elle voudra. Et exact. Qui a accepté la périlleuse mission de faire cette émission. Donc merci à toi. Avec plaisir. Et Johanna, pour ta première chronique, t'inquiète pas, je te lance pas, c'est juste je tease ta chronique. Ça marche. Tu nous parleras des 30 ans du traité de Maastricht qui ont permis de fonder entre autres l'Europe. Mais ça, tu nous en parleras juste après. Ouais. On a une pensée toute particulière pour Jonas, qui devait être parmi nous ce soir. Mais la tempête a eu raison de son trajet, en tout cas. Donc, il n'est pas sur le plateau. Je reprendrai sa chronique. Ce ne sera pas une émission qui vole très très haut hein, aujourd'hui, mais on fait comme on peut. Donc, Jonas, je devais vous parler du succès des mangas en fait dans notre culture européenne avec un focus sur l'attaque des Titans parce que le dernier épisode sort samedi. Je vous ferai une chronique aussi, en fait je vous ferai 2 chroniques mais... Pour le prix c'est super. Mais mon sujet aujourd'hui, je vais vous parler d'une enquête qui a été sortie par plusieurs médias européens. L'enquête s'appelle les Carbone Bombes. C'est une enquête qui dit qu'en gros on est un peu mal niveau climatique, en très résumé. Et enfin, Aline. Oui, et moi, je vais vous parler des ministres qui ne sont pas élus. Voilà. Juste, Tariq, le chat est mis en pause de notre côté. Si tu peux, je sais pas, descendre. Je sais pas, Jonas aussi, je faisais une petite remarque par rapport au son du micro de Jonas. Ouais, parfait, qui est merci. légèrement plus... Non, faut encore descendre. Le volume est un peu plus haut que les nôtres. Faut encore que tu descendes le chat, Tariq, un petit peu pour qu'on puisse le voir. Encore, sinon là, il est en pause en fait. Ouais, je sais pas sur... Chat mis en pause à cause du... Essaie de remonter quelques scrolls et redescendre quelques scrolls pour voir si on peut... Non, mais ta souris n'est pas sur le chat, pardon. Voilà. Là, à gauche encore. On va y arriver, stop. Remonte un peu, voilà, descends. Ah, parfait. Ne touche plus à rien. Okay. On y est. On y goûte. Comme vous voyez, c'est un peu du bricolage. Hein. On va y arriver, je vous le promets. C'est le thème de l'émission. Hein. Vraiment, on a bravé... tempête vraiment pour venir ici. Et on salue évidemment tous ceux qui sont sur le chat. Ouais, Émilie, Tisba, celle sur mes frites, Job, Mariela, Zoé, tout ça. Merci beaucoup. Merci d'être là, ça nous fait plaisir. Ouais. Et donc, je te laisse nous parler d'un sujet belgo-belge. Vraiment belgo-belge, enfin, vous commencez un petit peu à me connaître pour ceux qui étaient là à la saison 1. J'aime bien un petit peu parler du remue-ménage. Hey, Netaz. Hello Netaz, ça fait plaisir de te voir ici. Alors pour la petite anecdote, Netaz était sur notre live culture la semaine dernière. Dernier. Et on lui a parlé de l'émission. Et il est là ce soir. Merci à toi. On la question si on allait te voir ce soir. Ça fait super plaisir. Merci d'être là. Et donc le sujet belgo-belge de la soirée. Donc on va parler politique belge. C'est un sujet que j'aime bien. L'année passée, j'ai eu le scandale de Bipos, l'affaire des visas iraniens, la récupération politique de la Pride. Voilà, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis belge. J'aime bien la politique belge, franchement. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est au final assez récurrent dans le débat public. C'est les ministres qui ne sont pas élus, qui n'ont pas été élus. Et si j'en parle maintenant, c'est parce que depuis le 22 octobre, on a un nouveau ministre de la Justice, Paul Van Tickel, qui donc n'a pas été élu aux dernières élections. Hello Madaxi. Hello, coucou, hello François. Ah mais vraiment, oh là là, il y a la team, il y a toute la team ce soir, ça fait plaisir. Tout le monde est à distance ce soir, c'est super. Mais parce que la tempête les cloue chez eux et ils sont obligés de nous regarder du coup. À part Augu, petite pensée pour Augu qui n'a pas de wifi dans ses montagnes, donc il nous a prévenu qu'il regarderait la rediff.
Et donc Paul van Tikelt, désolé pour ma super prononciation en flamand, voilà, je ne vais pas faire d'effort, je ne vais même pas essayer, ça va être ridicule. Il est venu remplacer Vincent van Quickenborg qui a été obligé de démissionner. Et là, petite parenthèse quand même, pourquoi il a démissionné ce monsieur? Il faut rappeler les faits quand même. Voilà, quand même un petit peu les circonstances de sa démission. C'est assez important aussi pour comprendre un peu la stratégie qui est derrière. Donc le 16 octobre, il y a eu un attentat à Bruxelles, je pense que ça tout le monde l'a vu passer. On avait un peu parlé à la dernière émission d'ailleurs. Et donc qui a causé la mort de deux Suédois. Donc il y a une enquête qui a été ouverte et on a découvert qu'en fait l'auteur de cet attentat faisait l'objet d'une demande d'extradition de la Tunisie, donc qui est son pays d'origine, depuis 2022. Alors que toute la semaine, on avait, en gros, il y a plein de politiques qui ont pointé le fait que on aurait dû le renvoyer chez lui, entre grosses guillemets, parce qu'il n'avait pas de papier, parce qu'il était sur le sol belge illégalement, et donc les foules se sont un peu emportées, et bim, on découvre ça. Là, on découvre ça, et donc en fait la demande n'a pas été traitée par le magistrat compétent du parquet de Bruxelles, et donc le ministre de la Justice, Vincent Quickenborg, a été un petit peu obligé de prendre ses responsabilités et de déposer sa démission. Voilà, parenthèse fermée. On peut en revenir maintenant à ce fameux Paul van Tikelt, qui en fait était chef de cabinet adjoint de Van Quickenborg. Donc il était quand même déjà lié à la politique, mais il n'a jamais été élu à n'importe quel niveau de pouvoir. Et donc l'Open VLD, donc qui est le parti libéral flamand, a choisi cette personne parce que justement elle a une expertise et qu'elle pouvait directement se mettre à travailler sur les dossiers, reprendre le travail de Van Quickenborg. Et donc est-ce qu'il avait sa carte de l'Open VLD? Ça, je suppose que oui. Peut-être, oui, ça, effectivement, il faisait partie du parti, c'est un petit peu méta. Mais il aurait pu travailler pour le parti sans avoir sa carte au parti. Oui, ça, sincèrement, j'ai pas l'info. Okay. Si quelqu'un a l'information, a suivi le dossier, parce que je l'ai pas lu nulle part dans les médias, donc ça, j'en sais rien. T'en parleras sûrement, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais le gros, comment dire, on en avait beaucoup parlé à l'époque avec Adja Labib quand elle a été nommée ministre l'année dernière, parce qu'elle avait même pas sa carte du MR, le parti qui l'a nommée. Donc c'est pour ça que je me pose la question. Oui, sincèrement, je l'ai pas vu passer. Et on salue Stalactite qui nous a rejoint. Hello. Bienvenue à toi. Et donc, en fait, il n'était pas du tout élu, Van Tikelt. On va y arriver. Et en fait, si on prend une vue d'ensemble du gouvernement belge, c'est pas un cas isolé du tout. Là, Tariq, tu peux envoyer ma petite photo. Je vous ai fait un joli montage, on dirait un petit peu un bingo de la politique belge. Voilà, c'est super. Waouh. Donc en fait, ici, il y a 6 ministres actuellement au gouvernement Vivaldi qui sont en poste et qui n'ont pas été élus. Donc c'est les 2 premières lignes. Donc on a bien évidemment... t'aurais dû faire un petit quiz et pas mettre les noms. Ouais, j'ai hésité, puis je me dis non, je vais pas pousser le vice quand même jusque-là. Mais donc voilà, on va faire un petit peu la petite liste. Donc vous avez après Nicole de Moor de CDNV, donc parti démocrate chrétien flamand, qui elle est donc secrétaire d'État à l'asile. Et avant donc de devenir secrétaire d'État, un peu le même style que pour Van Tikelt, elle était chef de cabinet de Sami Madi, donc qui était l'ancien secrétaire d'État à l'asile. Ensuite il y a Van den Broek, donc, qui est vice-premier et ministre de la Santé. Et lui, en fait, bon, c'est encore un petit peu différent. Il avait déjà été élu, mais en 2019, il ne s'était pas présenté et il était à la retraite. Donc, en fait, on est venu le rechercher pour... Mais donc, aux dernières élections, il n'a pas été élu. Il l'avait été auparavant. Ensuite, Annelies Verlinden, qui est ministre de l'Intérieur, elle était avocate. Elle était même pas... elle travaillait même pas pour un parti politique avant de devenir... ministre. Adja Labib, on en a parlé, donc ministre des Affaires étrangères. Elle était journaliste à l'RTBF. Elle présentait les journaux notamment. Et qui ne faisait donc pas officiellement partie du MR quand elle a été nommée à ce poste. Ensuite, donc, le dernier, c'est Thomas Dermine, qui est secrétaire d'État à la relance. Et en fait, lui, il était directeur du centre de recherche du PS qui s'appelle Institut Émile van der Velde. Voilà, oui. Ah oui, qu'on a reçu d'ailleurs l'année dernière, c'est vrai. Si vous voulez revoir la rediff, allez sur YouTube. Et ensuite, la dernière ligne, donc là, il en reste 3. Là, c'est un petit peu particulier parce qu'ils ont été élus, mais pas au fédéral. Donc, Petra de Sutter, elle est ministre de la fonction publique. Elle a été élue au Parlement européen, pas au fédéral. Ensuite, il y a Dermagne, qui est vice-premier ministre de l'économie. Lui, c'était au Parlement wallon. Et puis après, donc, le président du PS, Magnette, l'a propulsé au fédéral. Et Van Petegem, qui est ministre des Finances. Et lui, pareil, c'était de l'autre côté, au Parlement flamand.
Voilà, tu peux retirer mon super bingo, merci. En fait, au premier abord, on peut quand même se poser la question, un journaliste, c'est qui Jonas? Ah, ça commence déjà à tacler. Oui, mais je sais pas si tu as vu d'ailleurs Françoise demander pourquoi tu étais aussi petite. Pourquoi je suis aussi Parce qu'on petite? a voulu équilibrer les tailles avec les chaises dont on disposait. On a 2 tabourets et une chaise, et vu que pour ceux qui ne me connaissent pas dans la vie réelle, je fais plus d'1m80, et donc en fait j'étais vraiment surdimensionnée par rapport aux 2 autres. Tariq, je suis désolée, on va rejouer gauche-droite parce qu'on n'a plus le chat à jour. Vas-y, un petit peu à gauche. Stop, descends. Ah là, le chat ne se met plus du tout à jour. Le budget à l'ULB, effectivement. Et surtout, les locaux fermés. Bon, eh bien, on va dire adieu au chat sur le retour. Hein. Cette émission n'a vraiment failli pas voir le jour, hein, sincèrement. Mais on est là. C'est pas grave, on a le chat sur le téléphone. Vous êtes là aussi, ça fait super plaisir. C'est bon. On est bon niveau chat? Ok. On est bon niveau chat. François qui crache sur l'ULB, très bien. Donc, ce que je disais, c'est qu'au premier abord, quand même, nommer une personne ministre alors qu'elle n'a pas du tout été élue, ça peut paraître un petit peu antidémocratique. Et en réalité, il faut apporter de la nuance. Et en fait, déjà, la base des bases, la différence à faire, c'est entre le Parlement et le gouvernement. Ce sont 2 choses différentes. Le Parlement a le pouvoir législatif, le gouvernement a le pouvoir exécutif. Et en fait, celui qui vote les lois et celui qui les applique. C'est ça, qui les fait respecter, etc. Et donc, quand on parle d'élections fédérales, quand on va voter pour les élections fédérales, c'est des élections législatives. On vote pour la Chambre des représentants, donc les députés au Parlement. Donc et ensuite, en fait, Pardon, j'ai eu un bug, je sais pas. T'inquiète. Ça fait bizarre d'avoir un ordinateur, comme vous pouvez voir, on n'a même pas pu imprimer nos notes. Voilà, oui, c'est système D d'office. Hein. Oui, c'est ça, vraiment. Et donc, en fait, les élus du Parlement, ensuite, donc ça, c'est ce que les citoyens ont décidé, c'est eux qui vont accorder leur confiance au gouvernement. Et donc, le Parlement, il va avoir un contrôle démocratique. Le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et donc voilà, c'est comme ça, les jeux de pouvoir se font, mais on ne vote pas directement pour notre gouvernement. On vote pour les partis qui vont se retrouver dans la majorité, mais pas directement pour les ministres. Et ça, c'est quand même courant dans les démocraties européennes. Oui, exactement. En fait, il n'y a rien d'antidémocratique, et il y a des politologues qui le montrent, c'est normal. Dans la plupart des démocraties parlementaires, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, rien d'antidémocratique dans le fait d'avoir des ministres qui sont non élus. Et alors, en fait, qui choisit ces ministres? Parce que ça, c'est très bien. En fait, selon l'article 96 de la Constitution, que j'ai relu hier... Je suis témoin. Elle l'a vraiment relu. Ouais. C'est le roi qui nomme et révoque les ministres. Mais en fait, dans les faits, ça fait plus d'un siècle que le choix des ministres, c'est devenu l'affaire des partis politiques. Et on entend même souvent parler de particratie, donc c'est-à-dire que le pouvoir politique serait... pratiquement totalement dans les mains des partis. Il y a énormément de débats sur ce terme. On parle aussi de démocratie des partis, de particratie. Voilà, ça pose un peu débat. Mais donc voilà, ce phénomène est tout à fait normal et il n'y a pas vraiment de problème. Mais en fait, pourquoi les partis font ça? Parce qu'on va se dire, mais d'accord, très bien, et ça sert à quoi de voter? Donc le vote en Belgique, il est obligatoire, mais c'est vrai qu'on se dit, bon... un peu flemme, quoi, finalement, pourquoi on vote? Et donc si les partis vont chercher des personnes qui ne se sont pas frottées aux électeurs, c'est qu'il y a bien une raison. En fait, on reproche souvent aux politiques d'avoir un entre-soi, donc on parle toujours de crise de confiance, de crise politique, etc. Et donc justement, en temps de crise, l'idée des partis en faisant ça, c'est d'aller chercher des personnes extérieures qui sont reliées plutôt à la société civile, qui ont cette image de société civile, pour montrer aux électeurs justement qu'ils sont ouverts, qu'ils ont envie de se renouveler pour récupérer la confiance des électeurs. En fait, cette stratégie, elle est à double tranchant, parce que soit les électeurs vont être satisfaits de ce choix et du travail du ministre en question, soit ils vont pas l'être, et c'est le risque pour le parti politique de se faire remplacer par un autre aux prochaines élections. Et dans l'histoire de la Belgique, il y a un très bon article de Trends qu'on vous mettra dans les sources sur YouTube, qui pointe justement le fait qu'il n'y a pas vraiment d'exemple qui a montré que c'était une bonne idée et que c'était vraiment que ça changeait tout et que la politique allait bien mieux si on apportait des technocrates, ils appellent ça dans l'article, voilà, des experts dans leur domaine. Donc là, pour le coup, Van Tickel, qui était avant directeur de l'organisation contre la menace, etc. Et donc avec ce qui s'est passé, l'attentat à Bruxelles, c'était vraiment une personne
spécialisée, et Alexander De Croo, le Premier ministre et qui est de l'OpenVLD, pointait justement que c'était un expert absolu dans ce domaine, et donc c'est pour ça qu'il l'avait choisi. Et donc en fait, dans cet article de Trends, pour y revenir, c'est qu'on voit que c'est pas vraiment payant, il n'y a pas d'exemple où vraiment ça a fonctionné. Et en fait, Paul Van Tickel, c'est un exemple assez marquant de cette stratégie de vouloir récupérer la confiance des électeurs, parce que l'OpenVLD, si vous suivez un petit peu la politique belge, le parti ne va pas bien du tout. Il n'a jamais été aussi bas dans les sondages. Vraiment, ils sont à, je pense, 5% d'intention de vote, alors que c'est le parti du Premier ministre actuel. Et donc, en fait, il y a même le politologue Karl De Vos de la VUB, donc qui est l'équivalent flamand de l'ULB, Université Libre de Bruxelles, Vrije Universiteit de Bruxelles, qui pointe le fait que l'OpenVLD, après les élections ici qui arrivent en 2024, il y ait des chances que en fait, ça n'existe plus, que complètement ça se split, ou en tout cas que ça n'existe plus comme on le connaît aujourd'hui. Et en fait, ça a créé des tensions internes aussi, l'élection, la nomination de Paul Van Tickel, parce que ça a été décidé sans certaines personnes très importantes du parti. Donc c'est globalement le nouveau président depuis le mois de septembre, Tom Ongevan. Je ne sais pas sûr de prononcer, ça a changé ils ont changé de président en septembre, c'était déjà un peu, ils étaient déjà en crise avant cette histoire. C'est Tom Ongevan, il me semble, mais je ne suis pas sûre exactement de le prononcer correctement. Ongena, pardon. Voilà. Tom Ongena. Ongena, désolé monsieur d'avoir qui a remplacé votre nom. Egbert Lacarte. Exactement. Et donc en fait, ils ont décidé, entre lui et Alexander De Croo, et encore deux autres personnes sur qui je ne reviens pas au nom, mais donc ça n'a pas été une décision collective au sein du parti, et ça a entraîné notamment à la démission de Gwendoline Rutters, qui a été présidente de l'OpenVLD avant et qui a carrément décidé de se retirer de la politique fédérale parce qu'elle espérait avoir ce poste. Voilà, ça a suscité des tensions encore plus et ça a fragilisé un parti qui était déjà en difficulté. Donc on voit que c'est pas forcément une bonne idée. Voilà. Mais j'allais revenir sur ça, mais tu l'as très bien expliqué, donc je vais peut-être pas m'étendre là-dessus. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que tu as mentionné le fait que ce soit les partis qui décident. Les partis donc, reçoivent un portefeuille en fonction du pourcentage qu'ils ont aux élections fédérales. Et donc ce sont eux qui décident qui va guider ce portefeuille, donc le ministre. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tous les partis n'ont pas la même manière de désigner par exemple, ces personnes. Chez Écolo, là, c'est beaucoup plus démocratique, on va dire, comme système, parce que c'est une assemblée générale. Donc voilà, quand, par exemple, avec la démission de Sarah Schlitz, il y a eu une assemblée générale pour désigner son ou sa remplaçante, pour le coup, sa remplaçante. Donc voilà, là, c'était vraiment une décision collective que OpenVLD, et c'est le cas dans la plupart des partis quand même, c'est le président de parti et quelques autres parfois qui décident sans vraiment se concerter avec le reste des membres du parti. Voilà qui on met, donc chacun place un peu ses pions. Mais le gouvernement de technocrates, entre guillemets, ça a été vachement aussi reproché et pointé du doigt en France quand Macron est arrivé en tant que président, parce qu'il y a aussi plutôt des profils d'experts qui sont arrivés en tant que ministre. Mais surtout, même Macron, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il a été ministre alors qu'il n'a pas été élu. Enfin, il ne s'était jamais vraiment présenté à des élections avant de se présenter. Il était manqué avant. Oui, avant de se présenter à la présidentielle, pourtant il a été ministre. Oui. Et il ne s'était jamais présenté aux élections. Voilà. Exact, sous François Hollande, il a été ministre pendant cette présidence-là. Mais après, à mon avis, on s'en fout évidemment. Mais est-ce que c'est pas la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est pas plus mal d'avoir une sorte d'équilibre aussi dans un gouvernement entre des gens experts de la politique, experts du gouvernement qui vont guider les novices là-dedans, mais d'un autre côté, moi ça me semble pas forcément aberrant d'avoir quelqu'un qui a été, médecin dans sa vie en tant que ministre de la Santé et qui connaît aussi la réalité du terrain qu'il supervise avec son portefeuille, parce que comme tu l'as justement dit, l'un des gros reproches qu'on fait souvent au gouvernement et aux ministres, c'est ils prennent des décisions alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que nous, sur le terrain, on vit. Et c'est un équilibre à trouver. Et évidemment, Jonas le rappelle dans le chat, on avait fait une super chronique sur... super, c'est peut-être pas le mot. On avait fait une chronique, en tout cas, sur Sarah Schlitz au moment de sa démission l'année dernière.
que vous pouvez bien évidemment retrouver sur YouTube. Et on a encore un message que je ne vois pas. Voilà. Ah, Présigos qui nous dit salut la team. Hello et Présigos. Tariq qui a Coucou. bien mis le lien, si je me trompe, la vidéo de Sarah Schlitz. Quel enchaînement, parfait. Super. Merci Nickel. beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer, à lâcher vos petits pouces et à vous abonner sur YouTube. Et à suivre la chaîne si vous ne la suivez pas encore. Sur Twitch aussi. Bon, bah merci Aline. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, ou, je sais pas si vous aviez une autre question. Non, non, par c'était rapport à super. ça. Bah, c'est un dossier que j'ai pas mal suivi, donc pas forcément de questions, mais j'ai Ouais, dit... c'est un sujet qui me passionne personnellement. Donc, Ouais. Et qui, comme tu l'as dit aussi, ne concerne pas que la Belgique. Enfin, voilà. Oui. La France aussi. Eh bien, merci. On va vous laisser quelques secondes, ça devrait pas être giga long, le temps de retrouver Abdou pour la prochaine chronique.